Donc, je vais d'abord vous parler du passage des infrastructures énergétiques identitaires de l'estuaire au parc énergétique, avec les infrastructures qui symbolisent le système énergétique centralisé conventionnel. Donc, le cœur de l'estuaire de la Loire est aujourd'hui marqué par des infrastructures imposantes, qui participent à la vocation énergétique du territoire, mais aussi à l'imaginaire qu'il suscite. Donc, on va entendre quelques paroles d'habitants. Donge, c'est important, il y a vachement de monde qui travaille là-bas. Je pense que c'est le dynamisme de la région. Après, ce qui est bien, c'est de le voir la nuit. Même si au milieu des marais, c'est un peu surprenant, toutes ces lumières, on dirait presque Manhattan. Bah moi, la centrale, c'est un petit peu la même situation que Donge, en fait. Ça fait vivre toute la ville de Cordemais. Donc, il y en a même là-bas qui la surnomment la Dame de Fer. Ce qui est un peu marrant comme surnom, mais ça correspond plutôt bien. Après, c'est vrai que sans elle, ça serait un petit bourg qui vivoterait, franchement. Cependant, elles sont aussi le reflet d'un système énergétique centralisé, dont les ressources fossiles sont importées quotidiennement des pays qui disposent de réserves de pétrole, comme on peut voir ici, de charbon, de gaz, mais aussi d'uranium, puisqu'une partie des centrales alentours alimente aussi l'estuaire de la Loire. Donc il faut savoir que 98% de la transformation énergétique réalisée par ces infrastructures quitte l'estuaire de la Loire pour alimenter d'autres régions françaises ou étrangères. Ce système n'est pas sans conséquence puisqu'il participe à l'accélération du changement climatique avec la hausse des températures, la submersion plus fréquente des marais, la hausse de la salinité, mais aussi la remontée du bouchon vaseux. Il participe aussi à faire émerger des paysages singuliers, d'abord dans notre manière de percevoir l'espace, mais aussi dans les formes spatiales elles-mêmes, avec des formes agricoles simplifiées, des voitures au cœur de l'espace public, des zones d'activité situées en entrée de commune, ou des bourgs dévitalisés, comme ici à Paimboeuf. Donc cette organisation monofonctionnelle de notre territoire entraîne un besoin toujours croissant de ressources énergétiques. Donc on va venir voir comment on peut changer de paradigme énergétique tout en trouvant une identité qui soit aussi forte spatialement. Donc la transition énergétique cherche à aller au-delà des limites du système conventionnel, qui sont à la fois économiques, environnementales, mais également sociales, pour créer un projet de territoire qui puisse être durable. Elle s'appuie sur des ressources locales, qui sont le vent, le soleil, les marées ou la biomasse, mais également sur la sobriété, avec une baisse de nos consommations et un changement radical dans notre mode de vie, pour mener à un système énergétique décentralisé. Donc, lors de mon mémoire, j'avais calculé les besoins énergétiques projetés de la population en 2030 à l'aide du CATEP, qui est le kilotonne d'équivalent pétrole, qui est une unité de comparaison des différentes énergies. Donc j'avais calculé que le territoire avait besoin de 237 CATEP d'énergie locale renouvelable et de 138 CATEP de sobriété. Donc depuis quelques années, il y a déjà des initiatives qui sont en cours sur le territoire. Il y a des éoliennes qui sont apparues sur les coteaux au nord et au sud de l'estuaire de la Loire. Il y a un projet d'éolien offshore qui est en cours de construction au large de Saint-Nazaire. Un autre projet d'éco-industrie spécialisé dans les énergies marines renouvelables et aussi des initiatives privées comme un bateau à voile de transport bas carbone qui transporte des marchandises qui s'arrêtent à Paimboeuf et qui remontent jusqu'à Nantes. Nantes et Saint-Nazaire ont aussi lancé des grands débats pour questionner la population sur la transition énergétique. Cependant, ces initiatives manquent de prise en compte des spécificités du territoire, puisqu'on est situé ici entre deux pôles urbains forts, d'un côté Saint-Nazaire-Saint-Brévin, de l'autre Nantes, deux événements topographiques majeurs, avec au nord le sillon de Bretagne et au sud la voussure du Pays de Ré, et deux rives qui sont reliées chacune par la présence du fleuve qui est donc la Loire. Donc c'est un sujet qui va devoir mener à une concertation globale de l'ensemble des acteurs du territoire
pour trouver l'identité forte que pourra avoir demain ce territoire. Ici, j'ai décidé de vous présenter l'éventualité du parc énergétique, qui a pour but d'affirmer l'identité de l'estuaire tout en changeant de paradigme énergétique, d'expérimenter la transition énergétique par les paysages pour la donner à lire, et de replacer le vivant au centre des préoccupations. Donc c'est un système qui est gagnant-gagnant, puisque d'un côté, les énergies qui sont produites en surplus dans le parc vont pouvoir alimenter les villes, et de l'autre, une énergie humaine va être insufflée pour redynamiser ce territoire, pour le rendre plus vivable et plus vivant. Donc maintenant, je vais vous parler de la composition du parc énergétique qui crée des synergies entre les systèmes paysagers et énergétiques, en débutant par les limites. Donc d'abord, j'ai imaginé souligner les reliefs par une lignée d'éoliennes qui reprennent la ligne du moulin du 19e siècle. Donc on va faire un transect dans le territoire pour aller voir de plus près ce qui se passe. Donc d'abord, je propose de restaurer certains moulins pour mettre en regard deux temps énergétiques, avec ici des éoliennes de 125 mètres qui correspondent aux éoliennes présentes actuellement sur le territoire. Donc ce sont des structures qui sont à minimum 500 mètres des habitations, d'où elles ne seront pas visibles par un jeu d'écran végétal. Par contre, elles seront visibles depuis la nationale 165, qui est une route importante du territoire, pour donner à lire les limites visuelles du parc énergétique. Ensuite, je propose de marquer les seuils du parc avec des éoliennes repères d'une couleur différente qui vont permettre de distinguer de loin les communes aux entrées du parc. Au total, ça représente 120 éoliennes qui peuvent être financées par une participation citoyenne, comme ça a déjà été le cas dans l'estuaire de la Loire, et qui équivaut à 52,8 catep d'électricité, soit plus de la consommation actuelle de Saint-Nazaire et Saint-Brévin réunis. Donc maintenant, je vais vous parler d'un deuxième élément caractéristique du coteau, qui est le boisement, que je propose de venir renforcer. Donc on va reprendre la coupe pour voir de plus près l'espace boisé. Donc c'est ici essentiellement du chêne tausin, qui est très peu utilisé pour la construction, mais c'est un très bon combustible qui va pouvoir être utilisé en bois énergie. Donc il faut dans un premier temps densifier le boisement pour pouvoir organiser son exploitation de manière irrégulière, avec une coupe jardinatoire qui va être organisée tous les 7 ans. Donc c'est un moyen d'exploitation qui évite les coupes rases qui auraient des conséquences à la fois écologiques et également sur la lecture paysagère du coteau. Donc je propose ensuite que les lisières soient exploitées de manière douce avec un système d'agroforesterie lâche correspondant au territoire et de sylvopastoralisme permettant de valoriser la vache nantaise, notamment par la nouvelle génération d'agriculteurs. Avec l'accord des exploitants, il y aura aussi des déambulations douces à visée récréative pour permettre aux usagers de découvrir davantage ce territoire et d'avoir des vues sur l'estuaire depuis le coteau. Donc au total, la mise en place d'un groupement de propriétaires permettra d'exploiter 130 hectares par an sur les 910 qui composent le coteau, soit 16 catep par an, ce qui correspond à la consommation actuelle de 2200 foyers en chauffage. Donc maintenant, je vais vous parler des lisières énergétiques. L'objectif est de créer des interfaces actives entre les pôles urbains et le parc énergétique. D'un côté, le surplus des énergies produites dans le parc va être stocké et va alimenter les villes. De l'autre, les ressources des villes, comme les boues d'épuration, y sont méthanisées et traitées avant d'être répandues sur les surfaces agricoles du parc. Donc je me suis particulièrement intéressée au port de Saint-Nazaire. Actuellement, il y a un projet pour reconnecter la ville avec son port. Cependant, ce projet est peu connecté avec les espaces industriels et énergétiques. L'idée est d'ici d'intégrer le futur hub énergétique en lien avec le parc éolien offshore dans la dynamique urbaine de Saint-Nazaire.
en l'intégrant notamment dans des espaces publics qui reprennent la trame végétale urbaine et le vocabulaire du port avec des conteneurs par exemple. Donc ensuite, il y a le pont de Saint-Nazaire qui crée une véritable rupture aujourd'hui avec le Brivet entre les terminaux portuaires à l'est et la ville à l'ouest. L'objectif est ici de réintégrer les terminaux portuaires dans la dynamique territoriale à travers la trame bleue qui peut être le support de cheminement pour observer la vie du port. Un peu plus loin, il y a un élément patrimonial qui est aussi un marqueur paysager fort qui peut être intéressant dans le cadre de la transition énergétique, qui sont les forges de Trignac. Donc j'ai pensé qu'on pourrait y intégrer une unité de méthanation. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une unité qui permet de stocker l'énergie électrique sous forme de gaz pour pouvoir la réutiliser au moment des pics de consommation. Donc pour ça, je me suis inspirée d'un exemple allemand à Hambourg, où il y a un ancien bunker qui a été reconverti en espace de stockage d'énergie. Donc c'est un lieu qui est multifonctionnel puisqu'il propose aussi des cafés et un panorama ainsi qu'un espace pédagogique. Donc maintenant, on va revenir à notre coupe principale où il y a actuellement le stockage de charbon. Donc dans le cadre de la transition énergétique, on peut espérer que ces stocks d'énergie fossile vont progressivement diminuer. À la place, je propose qu'on intègre le parc éco-industriel spécialisé dans les énergies marines renouvelables, qui est actuellement prévu sur des zones naturelles au sud de l'estuaire de la Loire, pour ne pas à nouveau artificialiser des sols. Donc les espaces ouverts vont pouvoir être entretenus par du pâturage pour étendre les activités agricoles au cœur de l'espace industriel. À l'arrière du stock de charbon, il y a actuellement une station d'épuration qui récupère une partie des déchets de la ville de Saint-Nazaire. Elle est située en frange des espaces agricoles, donc c'est un endroit idéal pour méthaniser cette matière première, récupérer du gaz, puis amender les terres agricoles avec le digestat. Donc maintenant, je vais vous parler de la manière dont on pourra gérer les espaces du parc. Donc je vais commencer par les îlots habités, qui nécessitent d'être remis en lien avec les terres hautes du parc énergétique, qui sont juste à leur lisière. Donc je vous propose de prendre un nouveau transect pour détailler ces espaces. Donc on va débuter par la lisière de Saint-Étienne-de-Montluc. Donc ici, il est essentiel de mettre en scène la lisière à travers par exemple des prés-vergers inspirés des motifs présents avant le remembrement pour créer une transition douce entre les parcelles agricoles avec des formes agroécologiques et l'habitat. Cette lisière est aussi accompagnée d'une unité de méthanisation qui, comme on l'a vu précédemment, permet de créer des échanges énergétiques entre les deux motifs paysagers. Donc je propose de profiter de l'espace ferroviaire et de la zone d'activité pour installer cette unité qui doit être au minimum à 50 mètres des habitations. Donc c'est une position qui a aussi un enjeu pédagogique. J'imagine qu'elle peut être recouverte d'une structure permettant de l'intégrer dans le vocabulaire architectural existant. Une nouvelle fois, je propose d'étirer aussi les motifs agricoles dans la composition urbaine avec des rues vergers qui vont remplacer les voies routières, qui vont permettre aux habitants de s'approprier l'espace public avec une sensibilisation autour de la consommation de produits locaux. Et de la biomasse va aussi pouvoir être récupérée lors de différentes tailles. La redynamisation du centre de la commune passe aussi par le travail, avec des espaces de coworking qui vont permettre aux habitants d'économiser des trajets pendulaires jusqu'à Nantes ou Saint-Nazaire, tout en offrant un cadre de travail de qualité. Le tissu urbain va aussi être épaissi pour permettre l'arrivée de nouveaux habitants sur les terrains déjà urbanisés, avec des démarches volontaires de BIMBY par exemple. Donc d'après des calculs réalisés en fonction du nombre d'habitants et de la distance de la commune par rapport à Nantes, un centre comme Saint-Étienne-de-Montluc réactivé permettrait d'économiser 2 catep d'énergie par an.
Donc je vais continuer avec les terres basses énergétiques en débutant par la Grande Vallée. Donc on va venir reprendre notre coupe pour voir ces espaces qui sont les plus bas et les plus humides, qui n'ont jamais eu une grande valeur agricole, mais qu'on nommait autrefois les communs, car ils étaient partagés par tous. Donc ils sont caractérisés par un système géométrique de douves qui permet d'assécher le sol en hiver et de distribuer de l'eau en été, et par la présence d'un fond tourbeux qui capte le CO2, mais que s'il est maintenu en eau. Donc ici, je propose qu'on réalise des tests agricoles pour valoriser ces espaces qui vont être de plus en plus immergés avec le changement climatique. Cela pourrait être des nouvelles cultures, comme la riziculture, qui donnerait ce type d'ambiance et qui nécessite une lame d'eau de 5 à 10 cm d'avril à septembre. Donc ici, je voudrais vous parler d'un autre exemple avec un agriculteur qui a fait des essais rizicoles en Bretagne et il s'avère que les premiers résultats sont très concluants. D'autres cultures sont aussi possibles, comme la pisciculture des marais, qui est déjà aussi en place dans d'autres parties de la France et qui apporte d'autres types d'ambiance et d'habitats écologiques. Ensuite, il y a la deuxième partie des terres basses qui sont les îles. Donc cette fois, on est beaucoup plus proche du fleuve avec des anciens bras de Loire qui vont permettre de distinguer les îles de rivière et les îles de terre. Donc ici, il y a une problématique de hausse de la salinité qui va faire évoluer le cortège végétal avec des roselières qui vont devenir de plus en plus présentes. Donc c'est une évolution naturelle qui peut aussi être mise au service de la transition énergétique puisque les roselières peuvent être exploitées pour récupérer de la matière première pour l'isolation ou la biomasse. Donc la Phragmite australis qui se développe dans l'eau saumâtre est la biomasse qui a le plus de rendement énergétique avec 1250 tonnes de matière sèche pour 100 hectares par an, soit 0,35 KTEP. Donc c'est une exploitation qui a déjà été mise en place en Pologne, qui a permis de créer de nouveaux débouchés pour l'agriculture. Il y a cependant des limites avec un savoir-faire qui reste très restreint et une rentabilité économique limitée. Donc il faudra aussi savoir préserver des espaces pour la faune et la flore et la découverte des marais, qui sont aussi des lieux où on peut mettre en regard les ressources énergétiques et les moyens de transport de l'énergie, puisqu'il y a des pylônes qui traversent les marais. Donc après, il y a les prés de Loire qui sont méso-hydrophiles, donc moins humides, qui sont connus pour leur qualité fourragère et qui sont entretenus par fauche. Dans la transition écologique, il y a aussi une évolution de notre régime alimentaire, qui est destiné à être moins carné. Cependant, ici, le territoire dispose d'une ressource spécifique destinée à l'élevage qui doit garder cette exigence de qualité. Ce sont aussi des lieux importants pour puiser le CO2 de l'atmosphère. Ils font donc partie intégrante de l'écosystème énergétique. Enfin, il y a le bourg-les-Drives, qui est aujourd'hui uniquement géré par pâturage. Donc c'est un élevage bovin qui est remis en cause car il n'est plus adapté à la présence du sel. Donc ici, je propose qu'on intègre d'autres types d'élevage, comme les moutons de présalé, qui donneraient aussi d'autres types d'ambiance. À certains endroits, le bourrelet-de-rive s'interrompt et laisse place à des roselières et des prairies humides. Donc un projet est actuellement en cours de recréation de vasières pour permettre à la vase de se déposer et de réduire ainsi le bouchon vaseux. Donc on va parler ici d'économie d'énergie puisque ça va limiter les opérations futures de dragage. Donc ça va aussi apporter de nouveaux usages comme la pêche à pied et des ambiances qui vont varier en fonction des marées. Je vais poursuivre avec les lieux phares du parc énergétique. En débutant par le jardin des cheminées de Cordemais. Donc aujourd'hui, la centrale thermique de Cordemais marche essentiellement au charbon.
Elle a un droit d'exploitation jusqu'en 2035, mais elle se sait politiquement et techniquement obsolète. Donc ici, l'idée est d'anticiper la reconversion des 450 salariés et du site en tant que tel. Donc c'est un site de 70 hectares qui se situe entre le cœur de la commune et la Loire. Donc il va falloir d'abord dépolluer le site, prévoir sa renaturation, en ouvrant notamment le bras de Loire à l'est pour lui redonner son caractère d'île et désenclaver en même temps le port de Cordemais. Mais aussi penser de nouveaux usages à travers ici le parc des Cheminées. Donc ce site contient des marqueurs paysagers forts avec 3 cheminées dont la plus haute mesure 220 mètres. Donc je propose ici de les garder et même d'en transformer une en belvédère puisqu'il n'y a pas actuellement de point haut permettant de voir l'estuaire dans son ensemble. Donc ce serait une reconversion symbolique d'un site qui est aujourd'hui lu dans le paysage à un site qui va aussi permettre demain de donner à lire le paysage de l'estuaire dans lequel il s'inscrit. Donc je propose que le site soit réapproprié tout en gardant les traces des bâtiments avec une gestion différenciée des espaces et en apportant de nouveaux usages comme un espace pédagogique qui raconte l'histoire et la logique du parc énergétique. Donc ici, je voudrais vous parler d'un autre exemple à Sydney où un ancien terminal pétrolier a été reconverti en espace public et où on a gardé les formes héritées pour composer le parc. Avec symboliquement une ancienne citerne qui a été remplacée par une structure productrice d'énergie éolienne. La commune de Cordemais possède aussi une autre spécificité, avec la présence d'un hippodrome de première catégorie nationale et de haras nationaux. Donc cette tradition équine était déjà présente à Cordemais avant l'ouverture de la centrale thermique en 1970. Donc je vois ici une nouvelle alternative énergétique possible qui me semble adaptée à une commune de 3500 habitants au cœur de l'estuaire, où le cheval pourra être réintroduit dans la dynamique de la commune. Donc je vais vous parler d'un autre exemple en Flandre, où le service hippomobile a été utilisé pour l'entretien des espaces verts et des espaces boisés, pour le ramassage des déchets, pour le transport des personnes. Donc c'est un moyen économique avec un bilan carbone faible et qui permet aussi de sensibiliser la population. Donc cette initiative, impulsée par la commune en collaboration avec les haras nationaux, implique une réponse spatiale pour autoriser et organiser ces transports d'eau. Donc avec ici l'arrêt d'un hippobus au cœur de la commune. Donc cette navette va permettre de rejoindre la gare de Cordemais, située à 3 km du centre, avec un arrêt multimodal pour rejoindre Nantes ou Saint-Nazaire. Donc c'est un mode de transport qui économise de l'énergie et qui a aussi l'avantage d'apporter davantage de connexion avec le site, avec un plaisir dans l'appréciation des rythmes possibles, puisque ça a modifié notre relation à l'espace et au temps. Et sur le chemin qui nous mène à la gare de Cordemais, on pourra voir des pylônes résiduels de la centrale qui sont conservés avec un usage artistique et paysager puisqu'ils vont s'effacer progressivement jusqu'à la sortie du parc énergétique. Donc je vais poursuivre avec le deuxième point phare du parc que j'ai appelé la fabrique de pain bœuf. Donc ici j'ai voulu jouer avec la complémentarité entre les deux rives du fleuve en apportant un usage qui permette de redonner une place importante dans l'estuaire à l'ancienne avant-port de Nantes. Donc je propose la création d'une fabrique à la fois énergétique et alimentaire qui tire parti de cette situation privilégiée pour échanger des produits agricoles et énergétiques avec le Pays de Ré
tout en profitant du bateau à voile qui s'arrête à Paimboeuf pour exporter une partie des denrées. Donc ce projet nécessite de réactiver la voie de chemin de fer qui traverse le Pays de Ré. Donc j'ai réalisé un zoom au niveau de la friche ferroviaire de Paimboeuf. Donc c'est un espace de 2 hectares en cœur de commune avec des voies de chemin de fer existantes que je propose de remettre en marche avec un espace de stationnement pour récupérer une voiture à partager ou un vélo. Donc il y a aussi une gare qui va pouvoir accueillir un café et permettre aux utilisateurs de vélos électriques d'échanger leurs batteries. Donc c'est un espace qui a destination à s'ouvrir sur son environnement avec des venelles qui vont le relier avec les rues alentours. Donc de nouveaux usages vont aussi être apportés avec par exemple un jardin verger. Donc je propose d'utiliser la voie secondaire du train pour installer la fabrique. Donc je l'ai dimensionné avec une surface de 430 m², où j'ai prévu une chaufferie bois de 370 m², dont 200 de stockage de plaquettes bois pour alimenter la ville. Donc je me suis inspirée de chaufferies existantes pour réaliser ce dimensionnement. Ensuite, j'ai prévu un espace de cuisine centrale de 200 m², puisque la friche est située entre une école, un collège et un lycée, qui représente 600 élèves. Donc je me suis dit que la commune pouvait mettre en régie une cuisine pour transformer les produits locaux directement sur place. Ensuite, je réaménage la poursuite de la voie ferrée vers les quais de Paimboeuf, avec un espace de stockage et de vente pour permettre le cabotage ligérien. Donc les quais sont aussi remis en valeur pour observer les bateaux et la marée. Et un espace de partage est aussi instauré entre les quais et la friche ferroviaire. Donc le dernier lieu phare que je vais vous présenter est le lagon de Saint-Brévin. Donc ici, j'ai cherché une idée pour avoir un lieu de production énergétique emblématique pour équilibrer le sud de l'estuaire avec le nord, qui possède le port spécialisé dans les énergies marines renouvelables. Donc j'ai pensé qu'il était judicieux cette fois d'utiliser le potentiel des marées en aménageant un lagon marémoteur. Donc comment ça marche? C'est un système de digue qui laisse entrer la marée dans le lagon, qui la piège, et lorsque la marée est redescendue, la force de l'eau qui va être libérée va permettre d'activer des turbines et ainsi de produire de l'électricité. Donc c'est un système qui a déjà été pensé au Royaume-Uni, dans la baie de Swansea. Donc c'est un lieu qui a été pensé de manière multifonctionnelle, d'abord pour réduire les impacts des tempêtes sur le littoral, et aussi avoir d'autres usages comme des cultures marines ou du loisir. Il faudra cependant faire attention aux modifications des dynamiques littorales. Donc je vous propose de venir zoomer sur Saint-Brévin. Ici, j'ai d'abord cherché à comprendre les dynamiques hydrauliques et je me suis inspirée de la forme des rives pour implanter la digue qui permet une balade en cœur d'estuaire de 4,5 km tout en laissant un maximum de place à l'embouchure d'estuaire pour limiter les impacts sur l'évacuation hydraulique. Donc ces zones plus calmes vont permettre l'implantation de récifs avec de nouveaux habitats écologiques. Donc j'ai installé 13 turbines dans les eaux les plus profondes et j'ai ajouté 45 hectares de cultures marines qui correspondent à la production d'un aquaculteur. Donc il y a aussi des espaces de loisirs pour le sport nautique avec des belvédères qui offrent des vues sur le port de Saint-Nazaire.
Et enfin, je vais venir vous parler des cheminements du parc énergétique. Donc les cheminements vont être mis sous régie du parc, avec d'abord la traverse fluviale. Donc la volonté est ici de replacer le fleuve au centre de l'estuaire, en réactivant tous les petits ports de Loire pour le fret et le transport des personnes, puisqu'il y a un vrai enjeu de mobilité dans l'estuaire, et notamment de traversée du fleuve, puisqu'aujourd'hui il faut emprunter soit les ponts à chaque extrémité, soit les bacs qui sont plus près de Nantes. Donc je vais poursuivre avec les cheminements terrestres, qui vont être hiérarchisés à l'aide d'une typologie variée. Donc d'abord les avenues, qui sont les voies principales qui permettent de rejoindre Nantes-Saint-Nazaire. Donc ici je pars des chaussées existantes qui font en moyenne 6,5 mètres. Je viens ajouter un revêtement photovoltaïque sur deux larges bandes carrossables. Donc c'est un revêtement de 5 mm qui est juste collé sur la chaussée. Donc c'est un dispositif qui a déjà été testé aux Pays-Bas sur une piste cyclable où le rendement a été supérieur aux attentes. Donc la limite reste encore la résistance des matériaux dans le temps et l'origine des matériaux, ainsi que leur recyclage. Donc pour que le soleil atteigne la voie, il va falloir entretenir le bocage, ce qui va aussi permettre de récupérer du bois énergie et d'ouvrir des vues sur les paysages alentours pour les usagers. Donc les accotements sont traités ensuite par une fauche tardive pour accueillir la biodiversité, garantir l'infiltration des eaux de pluie et permettre aussi l'accès facile au réseau d'électricité. Donc les seuils, je propose qu'ils soient marqués à l'aide d'un jeu de lignes réalisé avec le revêtement photovoltaïque et une signalétique qui se voudra innovante. Ensuite, il y a les allées qui sont les voies secondaires avec un revêtement photovoltaïque moins présent qui marquera la transition avec les axes qui ne sont pas traités. Et enfin, les chemins avec un réseau de voies douces qui seront parfois superposés avec les cheminements routiers et parfois totalement dissociés pour découvrir les différentes ambiances du parc. Au total, il y a 320 km de voies qui sont travaillées, soit 3,6 KTEP d'électricité et 0,5 KTEP de bois énergie. Je voudrais conclure avec le fait que c'est un projet qui implique une approche globale du territoire et je voudrais parler de l'apport du paysagiste dans le processus de transition énergétique. Donc, tout au long de mon travail, j'avais posé comme postulat que le critère d'habitabilité du territoire devait prévaloir au critère de rentabilité énergétique. Donc finalement, en additionnant les différents gains possibles, je me suis aperçue que le territoire pouvait être en capacité de répondre aux besoins de sa population projetée, que j'avais calculé en amont, puisqu'il pourrait être capable de produire plus de 237 KTEP par an d'énergie renouvelable et plus de 138 KTEP par an de sobriété. Donc évidemment, ce sont des estimations qui nécessitent des études complémentaires, mais celles-ci sortent des compétences du paysagiste. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais insister sur les externalités positives de la prise en compte du paysage dans la transition énergétique. C'est une approche globale de territoire et de société. J'ai essayé de vous parler de différents thèmes, comme les formes urbaines et architecturales, avec l'attractivité des centres-bourgs, qui sont des lieux de socialisation, et la réintroduction de l'environnement dans l'aménagement urbain. Je vous ai parlé de patrimoine culturel, avec le respect de l'identité du territoire, de patrimoine naturel, avec l'accompagnement des dynamiques naturelles et la reconnexion aux différents rythmes. Je vous ai parlé d'agriculture dans son sens large, d'agriculture, de sylviculture ou d'aquaculture, avec une variété de formes culturales qui doit être ouverte à la découverte. Je vous ai parlé de mobilité avec le partage du temps de transport et des sensations variées de modes de déplacement. Et enfin, je vous ai parlé d'énergie humaine, avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire, avec une gouvernance davantage citoyenne et la création d'emplois qualifiés durables.
Tous ces éléments ne se chiffrent pas forcément, mais nous parlent de quotidien et de qualité de cadre de vie.